Cet épisode est une version abordable d'un épisode précédent sur l'existence des atomes. J'avais voulu y donner trop d'informations, rendant l'épisode difficile à suivre pour les personnes n'ayant pas de base en sciences niveau lycée. Celui-ci sera abordable pour le plus grand nombre. Je vais présenter les expériences en remontant le temps dans cette version. On partira des détections les plus récentes avec les microscopes électroniques et à effet tunnel qui datent des années 1980. Étant plus directes, elles sont aussi les plus simples à comprendre. Ensuite, nous verrons la diffusion des rayons X et enfin le mouvement brownien, qui est le premier phénomène qui a corroboré l'existence des atomes de manière éclatante au tout début du XXe siècle. Commençons donc par le microscope à effet tunnel. Ici, c'est la surface d'un échantillon d'or et on voit apparaître les atomes d'or. Le microscope à effet tunnel permet d'étudier la surface des métaux en faisant circuler un courant électrique entre le métal à étudier et la pointe du microscope, pointe taillée suffisamment finement pour qu'elle ait la taille d'un atome. Normalement, le courant électrique ne peut pas traverser le vide qu'il y a entre la surface du métal et la pointe, l'air étant enlevé dans le microscope. Mais si on maintient la pointe suffisamment proche, le courant se met à circuler, même à travers ce vide, grâce à l'effet tunnel. Ainsi, en parcourant la surface du métal étudiée avec la pointe du microscope, on détecte la présence des atomes par mesure du courant électrique qui circule. On obtient ce genre d'image entre guillemets, ici un échantillon d'or. Ça n'est pas une image au sens classique puisque c'est une détection d'un courant électrique et non de la lumière qui rentre dans un appareil optique. Je n'entre pas dans les détails de ce qu'est l'effet tunnel, qui a été découvert grâce à la physique quantique, je l'aborderai plus tard. Pour les plus pressés, je mets en description une vidéo de l'effet tunnel, vidéo développée par Julien Bobroff, qui est un spécialiste de la vulgarisation de la physique quantique. Remontons le temps pour arriver en 1912, où l'existence des atomes ne fait plus de doute pour les scientifiques grâce à la diffusion des rayons X. Pour comprendre cette expérience, il faut d'abord parler du comportement ondulatoire de la lumière. Pour ça, prenons l'exemple des vagues à la surface de l'eau, ondes classiques facilement visibles. Ces ondes diffractent, c'est-à-dire qu'elles s'étalent quand elles rencontrent un milieu discontinu, ici un obstacle avec une ouverture. Il en va de même pour la lumière, et plus l'ouverture est petite, plus la diffraction est importante. Si on ajoute une deuxième ouverture, chaque onde issue d'une des ouvertures interfère avec l'autre, c'est-à-dire qu'elles s'additionnent si elles sont en phase et se soustraient si elles sont en opposition de phase. Ainsi, une onde plus une onde peut donner pas d'onde du tout. Et c'est vraiment caractéristique des ondes, car avec de la matière plus de la matière, ça ne risque pas de faire pas de matière du tout. Les franges d'interférence sont donc caractéristiques du comportement ondulatoire, comme ici avec des vagues. Cette expérience d'interférence avec de la lumière est réalisée par Young en 1801, confirmant son comportement ondulatoire, avec l'apparition des franges d'interférence. Ce qui fait diffracter la lumière, ou les ondes, doit avoir une dimension proche de leur longueur d'onde. Mais durant le 19e siècle, aucune lumière connue n'a de longueur d'onde assez petite pour diffracter en rencontrant des atomes. Il faut attendre l'année 1895 pour que William Röntgen mette en évidence un rayonnement électromagnétique nouveau qu'il nomme rayon X, et qui s'avère avoir une longueur d'onde bien inférieure à la lumière visible et aux ultraviolets. Et c'est en 1912 que Max van Loo a l'idée d'envoyer un faisceau de rayons X sur un cristal dont la périodicité, la distance entre les molécules pour faire simple, est proche de la longueur d'onde des rayons X. Il espère voir les rayons X diffractés à cause de la présence des atomes et des molécules qui constituent le cristal, et ainsi confirmer leur existence. Lui et son équipe testent plusieurs cristaux, sel marin, sulfure de plomb, sulfure de zinc, et obtiennent sur une plaque photographique une figure comme celle-ci. Lowe interprète ces figures de la manière suivante. Les rayons X diffractent du fait de la présence des atomes du cristal, puis ils interfèrent pour former ces figures sur la plaque photographique. Voilà une preuve très visuelle de l'existence des atomes datant de plus de 100 ans. En étudiant les diaphragmes de diffraction, William Bragg, père et fils, recense en 1915 9 types de mailles cristallines et au prix de calculs fastidieux, on peut déduire de ces diagrammes de diffraction la disposition des molécules ou des atomes dans des cristaux simples. L'arrivée des ordinateurs modernes rendra la tâche plus facile pour les cristaux plus complexes. Pour finir, enfin pour commencer, les expériences qui ont corroboré l'existence des atomes pour la première fois ne viennent pas de la chimie, mais d'une nouvelle branche de la physique apparue au XIXe siècle et qui va aussi faire appel à l'hypothèse des atomes, c'est la thermodynamique.
La thermodynamique est la science qui s'intéresse à la chaleur. Son invention est attribuée à Sadi Carnot en 1824, qui modélise les machines à vapeur en plein essor à cette époque. Elle est basée sur quelques principes, dont la conservation de l'énergie et l'irréversibilité des phénomènes, c'est-à-dire que la chaleur va du chaud vers le froid, mais jamais spontanément l'inverse. Un réfrigérateur fait l'inverse, mais il faut le brancher pour avoir de l'énergie électrique, ça n'est pas spontané. Une des hypothèses pour expliquer ce qu'est la chaleur faisait donc appel aux atomes, la température étant dans ce modèle une mesure de l'agitation des molécules ou des atomes. La chaleur étant la propagation de proche en proche de cette agitation au gré des chocs entre les molécules ou les atomes. Les scientifiques qui croyaient à l'hypothèse atomique vont développer la thermodynamique en s'appuyant notamment sur la théorie cinétique des gaz qui ramenait donc la température et la pression exercée par un gaz à l'agitation des molécules, donc à la somme des énergies cinétiques des molécules qui le composent. L'énergie cinétique étant l'énergie liée à la vitesse. Cette théorie cinétique des gaz va se développer au cours du 19e siècle. On peut citer Clausius et Maxwell qui utilisaient la théorie mécanique de Newton pour décrire le mouvement des molécules. Cette théorie devait conduire à retrouver les lois des gaz parfaits déjà bien connues à l'époque, loi qui lie la pression qu'exerce un gaz, c'est-à-dire la force qu'elle exerce sur les parois, le volume du gaz, et sa température qui est donc une mesure de l'agitation des molécules ou des atomes qui le composent. D'abord, les scientifiques ne prirent en compte que le déplacement des molécules, puis le choc entre les molécules, et rendirent la théorie de plus en plus complexe afin de s'approcher de la réalité. Prise en compte de la taille des molécules, puis de leur rotation, ils purent ainsi expliquer la viscosité, la diffusion. Durant ce même 19e siècle va être découvert le mouvement brownien, des molécules suffisamment grosses pour être vues au microscope et en suspension dans un liquide ou un gaz ont un mouvement complètement aléatoire. Après plusieurs expériences, ce mouvement est attribué au fluide lui-même et non à des causes extérieures comme des courants d'air ou d'eau. Les tenants dans l'hypothèse atomique vont l'interpréter comme étant le choc des molécules, ici en blanc, sur des particules en suspension, représentées en orange. Dans les animations qui vont suivre, je ne représenterai que des gaz, même quand je parlerai de liquide, car c'est plus facile à représenter et ça me paraît plus facile à comprendre. Les scientifiques vont interpréter le mouvement brownien grâce au mouvement des molécules et des atomes et le modéliser en utilisant la théorie cinétique des gaz, qui avait elle aussi été développée grâce au modèle atomique. Citons Von Hoff, qui va démontrer que cette théorie cinétique des gaz peut s'appliquer aux liquides. Ainsi, la loi des gaz parfaits peut s'appliquer aux solutions diluées. Puis Albert Einstein, dans son article de 1905, va montrer qu'il n'y a pas de limite de taille pour la loi de Van Hoff. On peut donc appliquer la théorie cinétique des gaz à un liquide, même si on remplace les molécules de la solution dissoute par des particules suffisamment grosses pour être visibles au microscope. La théorie cinétique des gaz va donc pouvoir modéliser le mouvement brownien, qu'il ait lieu dans un gaz ou un liquide. Cette théorie s'appuyant explicitement sur l'hypothèse des atomes, les scientifiques vont pouvoir tester expérimentalement des prédictions de cette théorie afin de corroborer l'existence des atomes. Et j'insiste, l'avantage du mouvement brownien est qu'on peut visualiser les particules en suspension au microscope, contrairement aux molécules et aux atomes. C'est Jean Perrin qui va mener le premier les expériences pour vérifier la théorie cinétique des gaz appliquée au mouvement brownien. Il fait ça en 1908. Il va utiliser la modélisation qu'Einstein fait du mouvement brownien dans son article de 1905. Dans cet article, Einstein choisit de décrire le mouvement brownien par le déplacement horizontal d'une particule en suspension afin de s'affranchir de la gravité. Il démontre que ce déplacement dépend du temps, de la taille des particules dans le liquide qu'il fait varier, de la viscosité du liquide qu'il fait varier également. Le déplacement horizontal dépend aussi de la température et du nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro est le nombre de molécules contenues dans 22,4 litres de n'importe quel gaz à 20 degrés Celsius. Encore une fois, je ne raisonne qu'avec des gaz pour simplifier. C'est la valeur de ce nombre d'Avogadro que va calculer Perrin grâce à ses expériences. Il souhaite comparer les valeurs qu'il trouvera à une valeur trouvée par Max Planck quelques années plus tôt pour un phénomène complètement différent, à savoir l'émission de lumière par les atomes de matière. Pour comprendre pourquoi le nombre d'Avogadro apparaît dans la description du mouvement brownien, on va raisonner avec des grains de fumée dans l'air. L'idée est qu'on repère les positions des particules en suspension en un temps donné, disons toutes les 30 secondes, pour commencer. On obtient ça. C'est ce qu'a fait Perrin dans ses expériences. Si on zoome sur la trajectoire tracée en 30 secondes et que l'on recommence en repérant les positions toutes les 1 seconde, on obtient le même genre de trajectoire.
Et si on pouvait procéder ainsi en prenant des laps de temps de plus en plus courts, on retrouverait toujours le même genre de motif. C'est ce que les mathématiciens appelleront une fractale. Sauf que dans notre cas, on ne va pas pouvoir zoomer à l'infini, puisque les molécules qui choquent les particules et la font bouger ont une certaine taille. C'est là qu'intervient le nombre d'Avogadro, qui est, je le rappelle, le nombre de molécules présentes dans 22,4 litres de gaz. Ce sont ces molécules qui choquent la particule, donc le nombre d'Avogadro intervient dans la formule du déplacement de la particule. Comme je le disais, c'est la valeur de ce nombre d'Avogadro que veut calculer Perrin. C'est la seule inconnue dans cette équation, puisque les 5 premières variables se mesurent durant l'expérience. Il ne reste que la constante d'Avogadro. C'est l'inconnue que Perrin va calculer, et il va trouver des valeurs assez proches les unes des autres, et proches de l'estimation de Max Planck, compte tenu des imprécisions de mesure de l'époque. Dans le livre qu'il publie en 1913, Perrin répertorie 11 autres phénomènes indépendants faisant intervenir ce nombre d'Avogadro, et trouve des valeurs proches les unes des autres, encore une fois aux imprécisions de mesure près pour l'époque. Ici, la valeur pour l'expérience que je viens de détailler. Ici, une expérience que j'ai détaillée dans la version longue de l'épisode. Et ici, la valeur trouvée par Max Planck pour l'émission de lumière. C'est le fait que des phénomènes si différents du mouvement brownien, comme l'émission de lumière par la matière ou la radioactivité, qui ont permis de calculer un nombre d'Avogadro aussi proches les uns des autres, qui permet de corroborer l'existence des atomes et des molécules en ce début du XXe siècle. Dans la conclusion de son livre de 1913, Jean Perrin évoque les nouvelles découvertes de ce début du XXe siècle qui suggèrent déjà que l'atome dont l'existence est maintenant bien démontrée n'est pas l'atome imaginé par les Grecs de l'Antiquité et qu'il possède lui-même des constituants. J'y consacre 2 épisodes. Il rappelle aussi l'importance de la communauté scientifique, avec certains scientifiques qui ont l'audace d'imaginer de nouvelles hypothèses et d'autres qui ont la prudence de rester sur des théories plus établies. D'après Perrin, c'est l'équilibre entre ces 2 positions qui fait progresser la science.